Alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Cette leçon a été présentée par le Dr Terra et maintenant elle est présentée par l'étudiante Djendoubi Wided. Donc on parle de l'asthme qui est une pathologie chronique des voies respiratoires. Elle est caractérisée par une inflammation et une bronchoconstriction. Donc les deux phénomènes de l'asthme, c'est l'inflammation et la bronchoconstriction, qui entraîne une obstruction des voies aériennes, principalement des grosses bronches, sachant que l'inflammation elle est constante, par contre l'obstruction elle est intermittente. Donc l'inflammation on la trouve toujours dans l'asthme, mais l'obstruction n'est pas toujours présente. C'est la maladie la plus fréquente au monde. Elle touche près de 270 millions de patients, avec une prévalence en nette augmentation, surtout chez l'enfant, et ceci est dû à la pollution environnementale et au tabagisme. Le taux de mortalité est élevé, la moitié des patients meurent par l'asthme, particulièrement à cause de l'absence de la prise en charge adéquate, aussi l'absence d'information et d'éducation thérapeutique. En Algérie, l'asthme est la troisième maladie chronique après l'HTA et le diabète. Les mécanismes de l'asthme, la physiopathologie de l'asthme repose sur deux phénomènes. Le premier, c'est l'inflammation. Comme on a dit tout à l'heure, elle est constante. Elle touche les voies aériennes respiratoires, surtout les grosses voies aériennes. Elle va modifier la muqueuse et l'épithélium bronchique. Le deuxième mécanisme, c'est la bronchoconstriction, qui va obstruer les voies aériennes. Cette obstruction est souvent réversible et d'intensité variable. Elle est associée à des symptômes respiratoires paroxystiques, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours présents et peuvent varier en fonction de l'évolution de la maladie. Pour les symptômes, les manifestations sont des symptômes respiratoires, la toux, la dyspnée, la toux, les sifflements et une sensation de pression thoracique. Ils vont se manifester principalement lors des crises d'asthme, puisqu'en dehors des crises, des fois l'examen clinique ne trouvera aucun symptôme. Donc les facteurs déclenchants de cette maladie, c'est l'augmentation de la prévalence de l'asthme, l'augmentation de la prévalence de l'asthme, notamment chez les enfants, est souvent liée à des facteurs environnementaux tels que la pollution et le tabagisme, notamment le tabagisme passif. Ces mécanismes contribuent à la complexité de l'asthme et à la nécessité d'une prise en charge adaptée pour contrôler les symptômes et améliorer la qualité de vie, puisqu'on va noter que l'asthme ne sera pas guéri, mais il va être contrôlé. Une fonction respiratoire normale n'élimine pas le diagnostic, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'asthme se manifeste par des inflammations et par l'inflammation et par la bronchoconstriction. L'inflammation est présente et constante, par contre la bronchoconstriction n'est pas toujours présente, ce qui n'élimine pas chez un patient quand on l'examine, s'il n'a aucun symptôme, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'asthme. On ne peut pas éliminer le diagnostic d'asthme. Quels sont les facteurs qui contribuent à l'augmentation de la prévalence? La pollution, des polluants atmosphériques tels que les particules fines et les gaz d'échappement, des voitures notamment, qui jouent un rôle significatif dans le développement et l'aggravation de la maladie. Les habitudes toxiques, telles que le tabagisme, comme on a dit tout à l'heure, y compris le passif, sont un facteur de risque majeur pour l'asthme chez les enfants. L'éducation et sensibilisation. Un manque d'information et d'éducation thérapeutique concernant l'asthme et ses symptômes peut également contribuer à une mauvaise gestion de la maladie. Ces facteurs combinés à d'autres éléments tels que les antécédents familiaux d'allergie ou d'asthme peuvent expliquer l'augmentation observée de cette maladie chronique chez les jeunes. Le diagnostic de l'asthme, il est posé par les symptômes typiques de l'asthme, plus la confirmation la mise en évidence d'une obstruction variable des voies aériennes qui va faire recours à l'examen d'exploration fonctionnelle respiratoire. Le but, c'est minimiser le nombre de patients sous-traités et celui des patients traités abusivement par corticoïdes inhalés au long cours. C'est-à-dire, des fois, il y a un asthmatique et qui ne sait pas qu'il est un asthmatique, donc on va négliger, on va sous-estimer sa maladie. Et en revanche, il y a d'autres qu'on estime qu'ils sont asthmatiques alors qu'ils ne le sont pas.
il va être traité par corticothérapie qui va avoir des effets néfastes sur son état. Les critères diagnostiques, numéro 1. Les antécédents de troubles respiratoires variables. Les symptômes typiques, ce sont les sifflements expiratoires, la dyspnée et l'oppression thoracique avec la toux. Plusieurs sont généralement présents chez les asthmatiques. Ils se reviennent dans le temps et d'intensité variable. Les symptômes apparus ou aggravés la nuit ou au réveil, et aussi ils sont souvent déclenchés par l'effort, le rire, les allergènes ou l'air froid. Les allergènes comme l'humidité, les pollens, le pollen ou l'air froid. En saison de froideur, il y a les symptômes asthmatiques. Les symptômes surviennent lors des infections virales ou aggravés par ces infections. La dyspnée, la toux, les sifflements, les oppressions thoraciques, il y a des diagnostics de probabilité élevée ou le diagnostic de faible probabilité. Pour avoir une probabilité élevée, il faut qu'il y ait plus d'un symptôme respiratoire, la variabilité dans le temps et en intensité, l'aggravation la nuit ou le petit matin, déclenchement par infection virale, l'effort, le rire, l'allergène, l'irritant, changement climatique, odeur forte, ou des antécédents d'atopie personnelle ou atopie familiale et association à une rhinite eczéma. Les sibilants à l'auscultation peut être normal. Des fois, il y a sibilants, ce sont des sifflements qu'on entend même sans stéthoscope. Maintenant, on va parler des critères du diagnostic de faible probabilité. Quand il y a une toux isolée, quand il y a expectoration chronique ou douleur thoracique, ou dyspnée associée avec vertige, étourdissement ou paresthésie, ou dyspnée induite par l'effort avec respiration bruyante. Tous ces critères-là indiquent une faible probabilité de l'asthme. Comment confirmer le diagnostic? L'obstruction bronchique et aussi la variabilité de la fonction respiratoire. Ces deux critères vont être mis en évidence par des tests. La variabilité, plus la variabilité est grande, plus la probabilité du diagnostic est élevée. Le VMS est bronchodilatateur. Preuve d'une limitation variable du flux expiratoire. Le VEMS augmente de plus de 12% et de 100 ml après l'inhalation d'un BD. C'est ce qu'on appelle la réversibilité sous BD, les bronchodilatateurs. Normalement, j'ai parlé de test de réversibilité le premier. Ce n'est pas important l'ordre, l'essentiel. Le test de réversibilité immédiate, elle va mettre le patient sous un test d'exploration fonction respiratoire. On va voir que le patient, que le patient a un VMS inférieur à 80%, et supérieur à 80% est symptomatique. Donc, ou bien il est inférieur à 80%, ou supérieur à 80% est symptomatique. Les mesures du VEMS, 10-15 minutes après inhalation de 200 à 400 microgrammes salbutamol ou l'équivalent. Test de réversibilité positif, si augmentation de 12% du VEMS et de 100 ml par rapport à la valeur de base. Le test de réversibilité tardive, l'augmentation du VEMS supérieure à 12% et de 100 ml ou DEP supérieur à 60 ml ou 20% après 4 semaines de traitement anti-inflammatoire. Le traitement. Le but du traitement, c'est contrôler les symptômes et diminuer les risques. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de guérison totale dans l'asthme. On va contrôler les symptômes et éviter qu'on ait des exacerbations ou des crises. Et donc, contrôler les symptômes et diminuer les risques. Deuxième but, adapter les décisions thérapeutiques à l'échelle du patient. Ce qui exige que le patient doit avoir un accord avec le médecin traitant. Troisième but, créer un partenariat entre le patient et les professionnels de santé pour une prise en charge optimale de l'asthme. Comment contrôler les symptômes? On doit prescrire un traitement de la crise pour tous les patients asthmatiques. Donc, il n'y a pas un patient qui doit échapper au traitement de la crise, s'il est asthmatique, bien sûr. La prescription d'un traitement de fond pour la plupart des adultes et des adolescents asthmatiques. Et le traitement des facteurs de risque évitables, tels que le tabagisme par exemple,
ou les facteurs comme les polluants, les irritants. Envisager les thérapies non pharmacologiques. La stratégie thérapeutique. Il y a deux options pour gérer la stratégie thérapeutique selon que le patient respecte l'observance du traitement ou non, et selon aussi la fréquence des symptômes de l'asthme. Aussi, il faut prescrire des CSI, des corticostéroïdes inhalés, même si les symptômes sont peu fréquents, puisque cela va réduire le risque d'exacerbation et la prise des corticostéroïdes oraux qui ont des effets indésirables systémiques. C'est-à-dire, si on prescrit des CSI, on va diminuer les symptômes et éviter les risques d'exacerbation. Et aussi, ça va éviter aux malades de prendre des corticostéroïdes oraux qui ont des effets systémiques indésirables qui vont être néfastes pour la santé. La première option, elle concerne un patient qui est susceptible de ne pas respecter l'observance du traitement. Et il prendra CSI en association au formoterol à faible dose à la demande. Cette association est prise comme traitement de fond au palier 1, 2 et 3 et aussi comme traitement de secours. Cette prescription sera à moyenne dose au palier 4. En ce qui concerne le palier 5, le traitement d'appoint par AMLA, orientation du patient pour évaluation du phénotype, traitement d'entretien CSI au formoterol, à forte dose plus ou moins anti-IgE, anti-IL5-5R, anti-IL4R, anti-TSLP. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est pour un patient qui présente des symptômes moins fréquents par rapport à l'option 1, le patient doit respecter l'observance. Au lieu du formoterol, on prescrit SABA comme le palier 1. Il va être comme le palier 1. Il prend CSI à chaque prise de SABA. Et palier 2, il prend CSI à faible dose, traitement d'entretien. Et palier 3, il prend CSI BALA à faible dose, traitement d'entretien. Et au palier 4, idem, mais à dose moyenne élevée. Idem à palier 3, mais la dose sera moyenne ou élevée. Pour le palier 5, c'est le même que dans l'option 1, mais au lieu de donner CSI formoterol, on donne CSI BALA. Expliquer les paliers. Les paliers 3, 4 et 5 sont les mêmes dans les deux options. Ils correspondent à le palier 3, il présente symptômes la plupart des jours, réveillé par asthme au moins une fois par semaine. Le palier 4, il a des symptômes quotidiens, presque tous les jours, réveillé au moins une fois par semaine et fonction respiratoire diminuée. Pour le palier 1 et 2, option 1, les symptômes moins de 4 à 5 jours par semaine. Donc c'est plus fréquent que l'option 2. Le palier 1 d'option 2, les symptômes moins fréquents, moins de 2 fois par mois. Pour le palier 2, option 2, les symptômes sont 2 fois par mois ou plus, mais moins de 4 à 5 jours par semaine. Donc c'est toujours moins que l'option 1. La deuxième option, le patient prendra bêta-2 agoniste à courte durée à la demande. L'intérêt des CSI. À faible dose et comme traitement de fond, il améliore davantage la fonction respiratoire. La majorité du bénéfice clinique des CSI est observée à faible dose. Ça peut être une question de QCM, celle-là. Évaluation du risque futur. Pour les facteurs d'exacerbation, on va évaluer les symptômes d'asthme non contrôlés, plus d'un flacon par mois, traitement inadéquat par corticothérapie, l'observance non respectée, technique d'inhalation non correcte, corticothérapie inhalée non prescrite. Bas VEMS inférieur à 60%, exposition au tabac, allergènes, irritants professionnels, les comorbidités aussi, et les problèmes psychologiques socio-économiques majeurs, puisque socio-économiques, ils peuvent être pauvres, on ne peut pas acheter des médicaments. L'intubation antérieure pour asthme, la grossesse, plus d'une exacerbation sévère les 12 derniers mois. Donc, l'évaluation va traiter tous ces points concernant les facteurs de risque d'exacerbation. Pour les risques futurs du déclin de la fonction respiratoire, qui sera évalué par spirométrie au début du traitement, aussi après 3 à 6 mois, puis périodiquement, j'ai oublié le P, puis périodiquement. L'évaluation se portera sur l'absence de corticothérapie inhalée et VMS initial bas, d'origine la VNE VMS bas,
le tabagisme et l'exposition professionnelle, l'hypersécrétion chronique du mucus et l'éosinophilie. Ce sont des critères qui vont faire évaluer le risque futur. Maintenant, les facteurs de risque des effets indésirables médicamenteux. On a les systémiques et les locaux. Pour les systémiques, la corticothérapie orale qui est-ce qu'elle est fréquente ou non, corticothérapie inhalée puissante ou dose élevée, inhibiteur du P4 550. Pour l'évaluation des locaux, des facteurs de risque locaux, la corticothérapie inhalée, puissante aussi ou dose élevée, et la mauvaise technique d'inhalation. L'ajustement du traitement. En cas de persistance des symptômes ou des exacerbations, malgré 2-3 mois de traitement de fond, mois, pas mois de traitement de fond, avant de réajuster le traitement, il faut évaluer. Donc, avant de décider que le traitement n'est pas efficace, on doit évaluer la technique d'inhalation, l'observance et les facteurs de risque évitables. Aussi, on doit évaluer l'imputabilité des comorbidités dans la survenue des symptômes. C'est-à-dire, peut-être que cet asthmatique, il a d'autres maladies associées et que ces symptômes concernent cette autre maladie. Donc, il peut ne pas s'agir de l'asthme lui-même. Aussi, en cas de l'amélioration, on diminue les CSI de 25 à 50% tous les 2-3 mois. Et ne pas arrêter complètement les CSI chez l'adulte ou l'adolescent, puisqu'il doit toujours être sujet au traitement au long cours. Ça, c'est le nouveau traitement Rosengenio, donc c'est la dernière version du traitement. Pour le palier 1, bronchodilatateur à courte action, puis palier 2, toujours, bronchodilateurs à courte action, ils sont toujours donnés. Mais dans le palier, deuxième palier, on doit lui administrer CSI faible s'il a des symptômes plus de 2 fois par mois. Le troisième palier, si les symptômes sont quotidiens, on lui donne avec PDCA et CSI faible, on lui ajoute aussi bronchodilatateur longue action. Pour le quatrième palier, ce sera la même chose, sauf que le CSI sera modéré. Le dernier palier, le cinquième palier, on donnera bronchodilatateur courte action, corticostéroïdes inhalés forte dose et bronchodilatateur longue action, mais dans un centre d'experts, pas en ambulatoire. Pour le palier 2, il faut envisager CSI formoterol à la demande. La conduite à tout devant une exacerbation. L'exacerbation légère ou modérée, on va donner SABA 4 à 10 bouffées toutes les 20 minutes pendant 1 heure, donc 3 fois, 20. Prednisolone, 40 à 50 mg pour l'adulte et 1 à 2 mg par kilo, maximum 40 mg pour l'enfant. L'oxygénothérapie, la saturation cible, elle sera 93-95% chez l'adulte et 95-98% chez l'enfant. Il faut poursuivre le traitement par SABA si nécessaire, et si l'exacerbation elle est grave, mettons en jeu le pronostic vital, on va transférer le malade à un établissement de soins aigus et l'administration de SABA, ipratropium, oxygénation, corticostéroïdes à usage systémique. Quand il sort, il doit avoir un traitement de secours, continuer à la demande toujours, et un traitement de fond. Il commence ou augmente un palier. Vérifie l'observance et la technique d'inhalation. On doit continuer prédnisolone 5 à 7 jours chez l'adulte et 3 à 5 jours chez l'enfant. Suivi dans les 2 à 7 jours, il va être suivi par le médecin dans les 2 à 7 jours chez l'adulte et 1 à 2 jours chez l'enfant. Et maintenant, je vous remercie. Comme toujours, je vous demande et je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de me faire un petit like et merci. J'espère que la leçon a été simple et facile et j'attends vos commentaires pour que j'améliore mes leçons. Merci.